si par chance, entre ces éléments, il y a des interactions subtiles, alors la communauté humaine a une complexité plus grande que la complexité de chacun de ces éléments. Elle a donc des performances qu'aucun de ces éléments ne peut manifester. Il y a des choses que je ne sais pas faire, que vous ne savez pas faire, et que nous savons faire, à cause du fait que ce nous n'est pas vous plus moi, mais c'est vous et moi, en interaction. Et que par conséquent, on peut imaginer d'expliquer certaines des performances humaines très fabuleuses, comme la capacité à être conscient, on peut imaginer qu'elles lui sont données non pas de l'intérieur par ce qu'il a reçu de la nature, mais de l'extérieur par la rencontre qu'il fait des autres. Si je dis « je », c'est une phrase un peu rapide, c'est que d'autres m'ont dit « tu ». Mon patrimoine génétique ne m'a pas appris à dire « je ». Je dis « je » parce que j'appartiens à l'espèce humaine et que j'ai rencontré d'autres hommes et que la conscience a été une longue création de notre espèce. Dire « tu », ça signifie respecter. Ça signifie sortir de lui-même, éduquer. C'est toujours la fausse étymologie, mais qui est bien meilleure que la vraie. Éducarer, nourrir, ouvrir un crâne et le remplir de savoir, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Tandis que éduquer, c'est prendre l'enfant par la main et le conduire, éduquer, hors de lui-même. Faire qu'il dise je, c'est-à-dire faire qu'il parle de lui à la troisième personne. Il se trouve que notre société croit que l'éducation, c'est le déversement du savoir. Non, le savoir est utile, c'est merveilleux le savoir, mais la finalité du savoir, c'est la rencontre. Finalement, j'aimerais que M. Lang se présente comme le ministre de l'art de la rencontre. Au fond, ça devrait lui plaire. Et oui, il devrait écrire sur toutes les universités et toutes les écoles primaires. Ici, l'on apprend l'art de la rencontre. Car c'est la finalité de tout ce que l'on y fait. C'est très beau d'apprendre de l'histoire, mais pourquoi? Pour savoir un peu ce que l'autre, qui a une autre histoire que la mienne. La finalité, ça n'est pas de préparer la vie active. D'autant plus que les jeunes, quel que soit leur âge, sont en pleine vie active. Par conséquent, leur dire qu'on la prépare, c'est vraiment se moquer d'eux. Ça n'est pas non plus de devenir capable de participer à la production, à la consommation, etc. C'est tout de même pas une finalité grandiose. Autrement dit, l'avenir économique d'un pays, c'est peut-être à l'école qu'il se joue, mais je m'en fous. Ce qui me passionne, c'est de penser que moi, j'ai été capable de comprendre tout ça. Il m'a fallu des centaines de milliers d'années, maintenant, c'est fait. Et il faut que j'en tire la conséquence. La conséquence, c'est qu'il me faut préserver cette richesse, et il me faut même l'accroître. J'ai inventé demain, car demain n'existe pas, et nous les hommes, nous savons qu'il existera. Apparemment, nous sommes les seuls. Eh bien, ce demain, il nous faut le construire. Le construire, c'est d'abord, au fond, imaginer une utopie. Moi, mon utopie, c'est que, effectivement, demain, chacun sera éduqué, et que chacun saura que cette éducation, elle lui vient des autres. Le kimono africain. Le kimono africain, qu'est-ce que ça définit? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Ça raconte en fait qu'en arrivant à prendre d'une culture et d'une autre, en respectant les codes et la beauté, la qualité de ces deux cultures-là, on arrive à exprimer une troisième esthétique, un autre monde, une autre ouverture. Donc, je vais demander à Eliane d'apporter l'un des kimonos que j'ai réalisé au Japon, et vous allez voir, à quoi ça ressemble en réalité un kimono africain. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà, donc vous reconnaissez l'Afrique, vous reconnaissez le Japon, mais le tout vous raconte quelque chose de nouveau. Ces kimonos africains, j'en ai fait plusieurs au Japon, j'en ai fait énormément. Et l'un des moments le plus fort pour moi, c'était lorsqu'une cliente japonaise est arrivée vers moi et me dit « Mais moi, j'ai jamais porté de kimono en réalité. Et les tiens, j'ai aucun problème à les porter. » Et je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce qu'au Japon, un kimono, ok, c'est l'image de la beauté, c'est l'icône de la beauté, le kimono, sur une femme. Et en même temps, il y a un écho à la soumission qui me déplaît. Et donc, du coup, elle a refusé de porter de kimono depuis sa naissance. Et là, c'était le premier kimono qu'elle portait.
Il me dit, avec ton kimono, j'ai l'impression de vêtir un héritage mondial. J'ai vraiment l'impression d'être transculturel, de venir du Japon, mais de traverser le monde comme ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc les kimonos ont été appréciés au Japon, ils sont toujours appréciés au Japon. Sauf par une personne qui m'a envoyé un mail un jour. C'est outrageant. Vous ne venez pas souiller la culture du Japon. Le mail faisait à peu près 10 lignes. Vous qui venez du quart monde. Je me suis dit, oh là là. Et effectivement, quand vous touchez à la culture, les codes, l'identité, vous touchez à quelque chose de très fragile, de très délicat. La rencontre entre Césaire et Picasso, elle est curieusement d'abord politique, c'est-à-dire d'engagement. Nous sommes après la guerre. Le malheur n'est pas fini, il a même été plus fort dans certaines régions au moment de ces luttes pour la décolonisation. Vous voyez, les années 46-8, massacre dans le tiers-monde, un massacre dans les colonies françaises. Césaire rencontre Picasso, Picasso rencontre Césaire, et ils veulent traduire cet engagement dans ce qu'ils sont de chacun. Et c'est à ce moment-là qu'il y a donc cette conjonction qui fait que le recueil Corps perdu des années 48 d'Aimé Césaire, eh bien Picasso propose de l'illustrer pour additionner en quelque sorte les forces de résistance et de créativité que chacun représente. Picasso a trouvé suffisamment de liberté dans ses poèmes, de modernité dans ses poèmes et d'enracinement dans ses poèmes pour lui vouloir les enraciner aussi avec sa propre liberté. C'est ce qui a donné Corps perdu et les illustrations de Picasso. Alors, la vie, j'imagine, me baignerait tout entier. Mieux, je la sentirais qui me palpe ou me mord. Couché, je verrais venir à moi les odeurs enfin libres, comme des mains secourables qui se feraient passage en moi, pour y balancer de longs cheveux, plus longs que ce passé que je ne peux atteindre. Corps perdu montre ça, c'est-à-dire comment ne pas perdre son corps, c'est ça qui est le sujet, comment ne pas être dans la déréliction, dans l'aliénation, mais dans une espèce de renouveau qui est parfaitement symbolisé par cette tête que Picasso a voulu mettre en frontispice, en premier, dans ce poème d'Aimé Césaire. Je crois que c'était ça, l'alliance de Picasso avec ces gens du tiers-monde, c'est qu'il dit peut-être que c'est aussi hors d'Europe qu'il faut regarder. Et là, ce beau tableau, cette belle gravure d'une tête noire qui est donnée, c'est pour dire que ces gens que vous avez cru écraser, ces gens du tiers-monde, ces gens d'Afrique, ces gens des Antilles, ce sont eux qui ont porté l'espérance, ce sont eux qui ont porté la résistance, qui vous ont même aidé en Europe à vaincre le nazisme et le fascisme, et que quelque part, peut-être qu'il faut écouter, regarder ceux-là, et en tout cas, essayer de montrer et de vivre une fraternité mondiale au-delà des couleurs, au-delà des races. Kiun, en japonais cela signifie cœur gonflé d'émotions. C'est ainsi qu'Ahmed et Cécile ont baptisé leur maison d'édition, leur spécialité, le manga. Originaires de Trappes et tous deux titulaires d'un diplôme de japonais, l'aventure a débuté il y a 5 ans. À l'époque où on étudiait le japonais à la fac, il y avait les premières maisons d'édition spécialisées dans le manga qui se lançaient. Il y a des choses qu'on trouvait bien faites, d'autres moins bien faites, et on se disait que ce serait sympa de pouvoir monter sa propre structure et d'éditer les mangas à notre sauce. Alors c'est vrai que nous on n'avait aucune expérience dans le milieu de l'édition, on partait un peu les mains dans la poche avec comme seul bagage notre maîtrise du japonais. Malgré cet atout majeur, s'attaquer ainsi au marché du manga ne fut pas facile. Avec des titres tels que Jackals et Hubelblatt, ce duo d'entrepreneurs a réussi à imposer sa signature dans un monde de l'édition plutôt fermé. Lire les mangas, faire des offres, aller au Japon, ensuite décrocher et obtenir les licences, les faire traduire les mangas, faire insérer la traduction dans les pages, donc la publication assistée par ordinateur, tout ce qui est gestion de la fabrication, de l'impression des mangas, et ensuite il va y avoir toute la publicité et le marketing. Un travail qu'ils ont accompli seuls pendant 4 ans. Désormais, avec 3 nouveaux employés, ces 2 jeunes Yvelinois peuvent voir l'avenir avec optimisme. Continuer de tracer notre chemin, ça on espère pouvoir le faire. Ouais. Moi pour le coup je suis pas d'accord avec Cécile, je pense que... Le premier éditeur de manga en France. Ah bah oui, c'est jouable. Bien sûr. C'est jouable. Revenez dans 5 ans et puis on verra ce que ça donne dans 5 ans. Depuis sa création, Kiun a édité au total 30 séries différentes, soit 150 mangas.